personnes privées de liberté. Il s'agit de notre 5e cours et ce cours permet d'illustrer un comportement éthique dans la prise en charge de personnes incarcérées ou gardées en garde à vue. Les cours précédents vous ont apporté des éléments formels de nature juridique. Ce cours est destiné à montrer qu'il peut y avoir une réflexion faisant place à l'humain dans un environnement extrêmement encadré. Nous nous intéresserons donc aux personnes privées de liberté en France pour des raisons de décision de justice ou de mesures judiciaires. Nous excluons donc volontairement les personnes séquestrées et les personnes en attente de reconduite à la frontière. Il s'agit de questions très spécifiques, notamment les personnes séquestrées. Les conditions de la prise en charge sont extrêmement dépendantes des conditions de séquestration. Les personnes en attente de reconduite à la frontière doivent effectivement recevoir des soins, mais la finalité de ces soins est de permettre une expulsion dans de bonnes conditions médicales. Cette finalité de bonnes conditions d'expulsion ne nous semble pas répondre à l'éthique médicale qui nous habite. Aussi, nous n'aborderons pas ce sujet. En matière de garde à vue, le Code de procédure pénale prévoit les circonstances de la garde à vue et les moyens de contrôle de cette mesure, en particulier les examens médicaux. Le cadre existe, mais il laisse au médecin requis, pour examiner la personne en garde à vue, une certaine marge de manœuvre permettant d'appliquer la médecine en respectant les principes déontologiques et éthiques qui lui sont propres. La détention est la plupart du temps codifiée par le Code pénal. Les règles pénitentiaires fixent les modalités de la vie carcérale. Les personnes détenues, qui le sont depuis quelques jours jusqu'à plusieurs dizaines d'années, doivent avoir accès aux soins, et ce sont ces caractéristiques que nous souhaitons exposer. En ce qui concerne ces décisions de mise en garde à vue ou de mise en détention, nous distinguons une éthique à 2 étages. Premièrement, l'éthique tenant à la mise en place de la mesure. Il s'agit de l'éthique de la décision judiciaire ou de la décision policière. Chacune de ces professions a développé des réflexions visant à ce que les décisions soient empreintes de pondération. À titre d'exemple, une réflexion peut s'être développée sur l'intérêt du recours à l'incarcération pour tel type de délit. Par exemple, faut-il placer en détention les conducteurs pour défaut de permis ou faut-il trouver d'autres peines? De même, en ce qui concerne la garde à vue, est-il nécessaire de placer des personnes en garde à vue pour élucider des faits simples? La convocation de justice n'aurait-elle pas le même effet? Comme vous le voyez, chacun peut avoir un avis et des réflexions de type éthique peuvent se développer. Ces réflexions peuvent être menées par les professionnels du droit, les philosophes, les sociologues, des personnes religieuses. Le deuxième niveau de réflexion est la réflexion médicale sur la prise en charge sanitaire. Il s'agit d'une éthique de type médical destinée à la meilleure prise en charge de l'individu dans ces situations très spéciales que sont la garde à vue ou l'incarcération. C'est de cette éthique médicale que nous voulons aborder certains aspects dans ce cours. Le premier chapitre de ce cours est concerné à ces questions concernant la garde à vue. D'abord, au titre de la culture générale, voici quelques données chiffrées sur la position du problème de la garde à vue. En 2009, il y a eu 790 000 mesures de garde à vue prises en France. La garde à vue, en général, est pour 24 heures, éventuellement reconductible sur 48 heures. Mais dans certaines infractions, telles le trafic de stupéfiants, cette garde à vue peut être prolongée jusqu'à 72 heures et en matière de terrorisme, elle peut être prolongée jusqu'à 5 jours. Il s'agit de périodes longues où des problèmes de médecine peuvent se révéler. L'issue de la garde à vue est souvent la remise en liberté ou l'incarcération ou d'autres mesures telles le contrôle judiciaire. Depuis
quelques mois, notamment depuis juillet 2010, où le Conseil constitutionnel a pris une décision, les mesures de garde à vue sont fortement controversées et le régime de garde à vue doit être totalement revu par le législateur. En somme, la question qui est posée aux médecins est la question de la compatibilité de la garde à vue avec l'état de santé de la personne. Cela revient à répondre non pas si la garde à vue doit se prolonger ou pas, mais si le maintien de la mesure de garde à vue est compatible dans les locaux de l'hôtel de police ou des gendarmeries. Dans le cas contraire, il est possible de transférer le patient dans un hôpital permettant de mettre ce malade dans les meilleures conditions de prise en charge sanitaire. Il s'agit certes d'une mesure assez lourde à mettre en place car il faut assurer la garde sécuritaire à l'hôpital tout en permettant les soins. Durant cette période d'hospitalisation, les enquêteurs pourront poursuivre leur interrogatoire en fonction de l'état de vigilance du patient. Le médecin n'a donc pas le pouvoir de mettre fin à la garde à vue, mais simplement d'en aménager les conditions. La décision de fin de garde à vue est prise par l'autorité judiciaire. Cette disposition est plutôt confortable pour le médecin car elle lui permet d'exercer son métier sans être l'objet de pression puisqu'il n'est pas en mesure de mettre fin à la mesure de garde à vue. La première réflexion que nous souhaitons développer pour ces personnes mises en garde à vue est le cas de la personne qui a une pathologie chronique et qui est placée en garde à vue. Il nous paraît indispensable que des personnes présentant une pathologie chronique tant physique que psychique puissent être placées en garde à vue. Car si il n'était pas possible de placer ces personnes pour des raisons médicales en garde à vue, cela reviendrait à créer une impunité en raison de cette maladie. Toutefois, ces personnes porteuses d'une maladie doivent bénéficier de soins et d'un encadrement sanitaire permettant à cette garde à vue de se dérouler normalement. Entre autres, elles doivent pouvoir bénéficier de leur traitement habituel et il est hors de question que cette mesure de garde à vue n'altère la santé de ces personnes placées en garde à vue. Un autre cas de figure concerne les personnes présentant un traumatisme dans les heures ou jours précédant cette mesure de garde à vue. Il s'agit du cas de la personne blessée lors d'une agression. La personne placée en garde à vue peut être un agresseur, mais il peut se faire blesser par sa victime. Et il peut se trouver que cette personne, gravement blessée ou simplement légèrement blessée, nécessite de soins. Les soins doivent alors être assurés, soit dans les locaux de l'hôtel de police, soit à l'hôpital si son état relève de l'hospitalisation. Les enquêteurs, n'étant pas médecins, ils ont besoin effectivement de l'avis de ce médecin pour répondre à certaines questions. La garde à vue est-elle compatible dans les locaux de l'hôtel de police? Ce patient est-il interrogeable d'un point de vue policier? Existe-t-il un risque de fugue lié à un état de santé quand même compatible avec cette possibilité d'évasion? Le médecin requis aura donc la mission de répondre à ces questions et, en fonction de l'état de la personne qu'il a devant lui, de proposer la meilleure stratégie thérapeutique en toute indépendance. Il ne doit pas avoir une position influencée par les désirs des enquêteurs. En revanche, il ne doit pas non plus céder trop facilement aux demandes de la personne blessée. Cette personne blessée souhaitant quelquefois être transportée à l'hôpital pour échapper aux interrogatoires ou pour essayer de s'échapper des mains de la police au bénéfice de son transport à l'hôpital. Autre situation concernant ces personnes placées en garde à vue. Plusieurs situations peuvent se voir. Il peut s'agir de patients bénéficiant d'un traitement de substitution régulièrement prescrit ou de patients consommateurs d'héroïne ou de produits de substitution retrouvés dans la rue et achetés au marché noir. Ces deux situations sont très différentes
et doivent faire l'objet d'une prise en charge différente. En d'autres termes, la garde à vue ne doit pas être l'occasion d'un arrêt du traitement de substitution. Mais il est couramment admis que le temps de garde à vue n'est pas le moment opportun pour démarrer une substitution aux produits opiacés. Car ces moments de garde à vue, le consentement des bénéficiaires du traitement est vicié. Ils pourraient rechercher un bénéfice secondaire judiciaire et d'autre part, la réflexion psychologique n'est pas satisfaisante dans des conditions d'urgence de la garde à vue. Le toxicomane consommateur d'héroïne ou prenant des produits de substitution non prescrits et achetés au marché noir, il ne paraît pas logique de démarrer une substitution. En revanche, il est nécessaire d'un point de vue médical de limiter autant que faire se peut par la prescription de substances psychotropes, notamment les effets du syndrome de manque. À l'issue de l'examen de la personne en garde à vue, le médecin, comme dans tout acte médical, peut être amené à faire des prescriptions. Il convient de noter que ces prescriptions doivent être faites en accord avec le patient, sans aucune influence des personnes responsables de la garde à vue, qu'ils soient policiers ou gendarmes. En tout état de cause, le médecin reste maître de ses prescriptions. La poursuite d'un traitement habituel et de bonnes pratiques, ça c'est évident. Toute introduction d'un traitement nouveau peut être considérée comme délicate. En effet, la prescription d'un traitement psychotrope, même à la demande de la personne gardée en garde à vue, peut être accusée de modifier l'état de conscience de cette personne lors de cette période d'interrogatoire. Ce qu'il faut savoir, c'est que les interrogatoires peuvent être menés à tout moment de la garde à vue, y compris dans la soirée et la nuit. La prescription d'un somnifère peut donc altérer l'état de conscience et faciliter les aveux bien involontairement de la part soit du médecin, soit de la personne gardée en garde à vue. Un des autres intérêts de cet examen médical lors de la situation de garde à vue est de vérifier l'absence de lésions tant au début de la garde à vue que de la fin de la garde à vue. Cet examen a donc pour but de révéler d'éventuelles violences durant le temps de la garde à vue. La rigueur de l'examen est donc fondamentale, car elle peut écarter des suspicions portées sur les enquêteurs, mais elle peut aussi, à la demande de la personne gardée en garde à vue, établir l'existence de traumatisme. Le médecin ne doit donc pas reculer face à son obligation de révéler d'éventuelles violences. Notre deuxième chapitre concerne les personnes incarcérées. Là également, quelques données statistiques pour poser la problématique. En France, au 1er octobre 2010, il y avait 60 142 détenus, dont 15 851 étaient en attente de jugement. Donc des personnes présumées innocentes puisqu'elles n'étaient pas encore jugées. Le parc pénitentiaire, comme on peut l'exprimer ainsi, avait 56 400 places, ce qui représentait donc un taux de surpopulation pénale. Et pour votre information, il y avait 692 mineurs incarcérés en France à cette date. Débutons par une citation d'Albert Camus. « Une société se juge à l'état de ses prisons. L'état des prisons en France fait l'objet de nombreux rapports, y compris de rapports officiels. Ces rapports ont souligné des lacunes dans certaines prises en charge de détenus. Évoquons des insuffisances architecturales, des insuffisances en termes d'hygiène, des insuffisances en termes alimentaires, des insuffisances en termes de travail proposé et des difficultés sanitaires. Dans chaque rapport, il est mis en avant des problèmes liés notamment au taux de suicide des personnes incarcérées. Si l'on en vient aux objectifs de l'incarcération, ces objectifs de l'incarcération sont d'écarter de la société des personnes dangereuses,
de les punir et donc de dissuader d'éventuels passages à l'acte ou de récidive. Le dernier objectif est de favoriser la réinsertion dans la société et amélioration des conditions de santé. Venons-en à ce qui nous concerne, nous autres professionnels de santé, les soins aux personnes en prison. C'est la loi de janvier 1994 qui est le véritable point de départ des soins en prison, sur le modèle actuel. Cette loi oblige les établissements pénitentiaires et les établissements de santé de proximité à passer une convention pour assurer les prestations sanitaires au sein des prisons. À noter que précédemment un modèle identique avait été mis en place pour les soins psychiatriques. La philosophie de cette loi est d'apporter des soins aux personnes détenues de même niveau que les soins qu'elles pourraient avoir si elles étaient en liberté. Cette loi donne également une couverture sociale aux détenus pendant le temps de leur incarcération et 1 an après leur sortie. Voici une description assez rapide des structures de soins disponibles pour les détenus incarcérés. Le premier maillon est l'UXA, Unité de consultation et de soins ambulatoires. Il s'agit d'un cabinet de soins type maison médicale permettant de regrouper un certain nombre de professionnels, médecins généralistes, médecins spécialistes, infirmières, kinésithérapeutes, dentistes, etc. Les détenus ont accès durant leur incarcération à cette structure de soins. Les soins de nature psychiatrique sont assurés par le service médico-psychologique régional qui prend en charge la santé mentale des personnes détenues. Au niveau régional, il existe des unités d'hospitalisation permettant de réaliser les hospitalisations pour les personnes détenues. Il s'agit d'un service hospitalier qui est sécurisé, permettant l'apport de soins aux détenus de nature hospitalière dans des conditions de sécurité satisfaisantes. Pour la région grenobloise, ce service est situé à Lyon. Il s'agit de l'UHSI, Unité d'hospitalisation sécurisée interrégionale. De même, l'UHSA est une unité d'hospitalisation pour détenus présentant des troubles psychiatriques sévères relevant de l'hospitalisation. Les missions de l'UXA sont les suivantes. La personne détenue est prise en charge comme un véritable utilisateur d'un système de soins. Il y a un accès au médecin généraliste quasiment illimité et ce médecin décide des autres consultations à mettre en œuvre. Les délais d'accès aux spécialistes sont de quelques semaines à quelques mois, mais sont tout à fait comparables aux délais qu'il y a lieu d'envisager pour les personnes qui sont en liberté. Rappelons qu'il est long d'obtenir un rendez-vous, par exemple, d'ophtalmo en ville. Et donc, l'UXA assurera pour les détenus une première visite, dite visite d'entrée, permettant de faire le point sur l'état de santé de la personne, de lui proposer des dépistages, notamment le dépistage de la tuberculose au travers d'une radio pulmonaire, le dépistage des maladies sexuellement transmissibles. Par la suite, en fonction de l'état de santé, eh bien cette personne détenue pourra bénéficier d'un suivi régulier, notamment pour traiter son diabète, son hypertension, etc. Par ailleurs, tout détenu présentant une pathologie intercurrente, c'est-à-dire une pathologie aiguë peut-être saisonnière liée à une gastroentérite, liée à une rhinite saisonnière ou une rhinite de nature virale, ces détenus pourront bénéficier de l'accès aux soins comme chez un médecin généraliste et seront soignés. Par ailleurs, dans la finalité de réinsertion et de promotion de la santé, nous développons une éducation à la santé permettant aux détenus de réfléchir sur l'importance de la bonne santé et de mettre en place pour la sortie des réflexes d'accès facile aux soins, de prise en charge régulière et d'amélioration générale de leur santé par l'observance de quelques règles simples.
Les soins en prison sont donc encadrés par, d'une part, l'autorité sanitaire, d'autre part, l'autorité pénitentiaire. Il y a donc deux logiques, une logique de santé et une logique sécuritaire. Il doit donc s'établir des relations sur les bases professionnelles de chaque administration. Cela suppose un partenariat dans le respect de chacun et une indépendance l'un vis-à-vis de l'autre. En d'autres termes, le médecin doit comprendre que les règles de sécurité sont indispensables pour la sécurité de tous, y compris la sécurité des personnels soignants. Par exemple, il n'est pas possible de donner une date d'extraction vers l'hôpital pour une consultation ou un examen complémentaire à un détenu, car ce détenu mal intentionné pourrait organiser une tentative d'évasion. Lors de cette tentative d'évasion, il existerait un risque pour les personnes de l'hôpital, pour les consultants à l'hôpital, pour l'escorte pénitentiaire. Ne pas donner une date de consultation pourrait paraître choquant, mais après une simple réflexion de bon sens, on voit bien que cette règle est fondamentale et qu'il ne s'agit même pas d'un problème éthique, car exposer des tierces personnes aux dégâts collatéraux d'une tentative d'évasion n'est pas envisageable. Revenons aux deux logiques. La logique sanitaire. Notre logique sanitaire est basée sur le respect du secret médical. Il s'agit d'une notion forte que l'on doit respecter en toutes circonstances. Par ailleurs, nous devons maintenir notre indépendance professionnelle, notamment vis-à-vis de l'administration pénitentiaire. À noter qu'il n'y existe aucun lien hiérarchique entre un directeur de prison et un médecin exerçant en prison. Nous rappelons dans cette logique sanitaire qu'il existe une égalité de prise en charge théorique entre la population pénitentiaire et la population libre. La logique pénitentiaire est quant à elle basée sur une logique de sécurité. Les établissements pénitentiaires doivent garder ces détenus et doivent éviter toute évasion. Mais depuis un certain temps, la logique pénitentiaire est surtout basée sur de la réinsertion, permettant aux détenus d'être meilleurs à leur sortie. Cela suppose une réflexion quant au parcours de la peine, c'est-à-dire que le parcours de la peine doit être spécifique pour chaque détenu. En fonction du détenu, on doit adapter au mieux cette incarcération pour permettre le meilleur retour au milieu libre. D'ailleurs, l'administration pénitentiaire a réfléchi, et notamment en 2006, il a été mis en évidence un référentiel pour les bonnes pratiques pénitentiaires. Il s'agit d'un référentiel européen qui est repris par les administrations de chaque pays. Ce référentiel, composé de 108 règles, est destiné à conforter les droits des détenus, notamment le droit à l'accès aux soins. Ces droits des détenus sont confortés également par la loi pénitentiaire française d'octobre 2009. Cette loi pénitentiaire définit les grands axes de la politique carcérale du pays et notamment un des axes majeurs qui est l'incarcération en cellules individuelles. On est certes loin des objectifs de cette loi, mais la réflexion de la meilleure qualité de la prise en charge des détenus est en route. Nous allons donc envisager quelques situations de personnes incarcérées nécessitant une réflexion de nature éthique médicale et éthique professionnelle. Une question qui est un peu en marge de la santé mais assez connexe est la question de l'hygiène. L'hygiène corporelle du détenu est assurée par l'administration pénitentiaire au moyen de 3 douches par semaine et d'un accès à un point d'eau dans la cellule. En tant que professionnel de santé, on peut être confronté à certaines lésions cutanées, notamment des dermatoses, pour lesquelles il y aurait une indication médicale à ce que ces personnes puissent avoir une douche quotidienne. Le médecin, fort de son droit de prescription,
peut établir un certificat justifiant de l'octroi d'une douche quotidienne et, en général, l'administration pénitentiaire exécute cette prescription et le détenu obtient donc cette douche tous les jours. Mais si l'on raisonne un peu plus loin, le médecin devient très vite la personne qui permet l'accès aux douches et il fera l'objet de demandes de certificats pour des douches et ces demandes seront la plupart du temps sans fondement. Il y a donc lieu d'établir une réflexion. Effectivement, l'objectif d'hygiène est essentiel pour ces personnes déjà en surpopulation pénale et dans un espace architectural et d'hygiène assez difficile. Mais il est aussi un peu choquant d'utiliser le pouvoir de prescription du médecin pour obtenir une douche sans fondement. À titre d'exemple de ces dérives, on a vu arriver il y a quelque temps un grand nombre de demandes de patients qui se disaient énurétiques, c'est-à-dire qu'ils faisaient pipi au lit durant la nuit. Pour nous médecins, il est assez difficile de connaître la réalité de ce trouble. Et ayant accepté les premières douches quotidiennes pour ces demandes d'énurésie, nous avons été par la suite submergés de demandes. Nous avons été amenés à nous poser la question pourquoi il y aurait une prévalence si importante de patients énurétiques en prison. Il n'y avait pas de fondement et nous en avons donc conclu que c'était ce certificat d'accès aux douches qui créait les demandes sur des pathologies non réelles. En révisant la position, nous avons mis un terme à ces problèmes de demande itératifs sur des questions de santé inexistantes. Lors de sa décision de certificat pour octroyer une douche, le médecin devra tenir compte d'autres critères. Notamment, l'hygiène des locaux de douche n'est pas toujours très satisfaisant et il est difficile pour un médecin de préconiser l'accès à une douche qui ne réponde pas aux nécessités d'hygiène. Par ailleurs, les détenus prenant des douches ont des difficultés pour se sécher. Ils se sèchent très mal et des macérations arrivent très vite, des mycoses s'installent et, voulant faire bien en octroyant une douche, on crée des pathologies dermatologiques exclusivement liées à ces problèmes de non-sèchement du détenu au moment de la sortie de la douche. Par ailleurs, d'un point de vue pénitentiaire, les douches sont le lieu de trafic et d'intimidation, voire d'agression. Il est donc difficile pour le médecin de préconiser un excès de douche chez des personnes qui peuvent être un peu fragiles et l'objet de pression par d'autres détenus. Certaines décisions médicales doivent être réfléchies en fonction des conditions de l'incarcération. Prenons un exemple. Une pathologie orthopédique assez fréquente, la luxation d'épaule. La réflexion peut s'établir sur les éléments suivants. Il existe sans conteste une nécessité de prise en charge. Le médecin a le désir de remettre en bon état de santé son patient avant la sortie de l'incarcération. Ce sont là deux éléments en faveur d'une intervention chirurgicale pour cette luxation d'épaule. De l'autre côté, il convient de noter qu'il n'y a pas d'urgence a priori à la réalisation de cette intervention chirurgicale. Par ailleurs, l'intervention chirurgicale ne pouvant se passer à proximité du lieu de détention, il y a lieu de déplacer le patient dans un établissement lointain, à Lyon en l'occurrence, et cette intervention chirurgicale faite dans un endroit éloigné sera faite par un chirurgien qui sera imposé au patient. Cela pose un problème de consentement à l'acte et de liberté du consentement à l'acte. Et le problème peut-être le plus important qui surgit lors de ces interventions orthopédiques, c'est le problème de la prise en charge rééducative. En effet, vous le savez bien, quand on se fait opérer
d'un point de vue orthopédique, il y a lieu souvent d'utiliser de nombreuses séances de rééducation pour un retour rapide et un bon usage fonctionnel du membre. Les conditions d'incarcération sont assez peu favorables à cette prise en charge rééducative. En effet, les établissements pénitentiaires bénéficient au maximum de 2 séances de kinésithérapie par semaine et c'est assez incompatible avec une rééducation dans de bonnes conditions. Aussi, quand on pèse le pour et quand on pèse le contre de ces indications opératoires, il n'est pas évident que l'intérêt du détenu soit de se faire opérer durant le temps de sa détention. Alors, comme il n'est pas évident que l'intérêt du détenu soit de se faire opérer lors de sa détention, le médecin ne doit pas pour autant rester inactif. Je propose bien volontiers cette conduite à tenir. Je pense qu'il est indispensable de faire le bilan lésionnel. Donc d'organiser depuis la prison la réalisation de scanners permettant de voir les dégâts orthopédiques qui serait bon de réparer. Une fois le bilan lésionnel réalisé, je proposerai volontiers aux détenus d'aller rencontrer un chirurgien, non pas nécessairement pour décider de l'intervention chirurgicale, mais pour bénéficier d'une information lui permettant de savoir s'il faut se faire opérer et de discuter avec un professionnel spécialiste de la question du moment opportun de l'intervention, voire de planifier cette intervention à l'issue de l'incarcération. Comme vous le voyez, le choix est véritablement laissé au détenu. Et le détenu qui a une vision de sa libération assez proche, choisira la plupart du temps de se faire opérer à l'extérieur en tant que personne libre, les conditions d'hospitalisation étant notoirement meilleures. Une autre alternative est de demander une sortie ou un aménagement de peine pour réaliser cette intervention chirurgicale. À titre d'exemple, un patient qui a besoin d'un pontage coronarien peut demander une suspension de peine, une libération conditionnelle ou un tout autre aménagement de peine lui permettant de faire réaliser ce pontage dans de bonnes conditions à l'extérieur avec le chirurgien qui lui convient. Toutefois, ces décisions d'aménagement de peine relèvent du pouvoir judiciaire et c'est le juge, soit le juge d'application des peines, soit un juge d'instruction, soit d'autres juges, qui vont décider in fine de cette possibilité laissée aux détenus. Le médecin devant alors fournir les certificats destinés à éclairer la décision du juge. Je souhaiterais vous exposer un cas peu fréquent, mais suffisamment difficile et qui prête place à une réflexion. Il s'agit du cas de la grève de la faim et de la grève de la soif. Les détenus, pour revendiquer quelque chose, pour s'opposer à une décision de justice, peuvent mettre dans la balance leur santé et utiliser leur santé pour essayer de faire aboutir leur cause. Cela n'est pas sans conséquence. Effectivement, les grèves de la faim, même si elles sont relativement bien supportées dans les premiers jours, peuvent laisser des conséquences. Quant aux grèves de la soif, il s'agit de véritables urgences, l'organisme n'étant pas fait pour fonctionner sans hydratation. L'administration pénitentiaire étant responsable de la bonne santé des détenus, celle-ci nous demande d'établir des certificats disant que l'état de la personne détenue gréviste de la faim ou de la soif est compatible avec son maintien en détention ordinaire. Ces certificats sont établis tous les jours pour la grève de la soif et une fois par semaine pour la grève de la faim. La rédaction de ces certificats sont pour nous l'occasion d'examens médicaux, d'examens cliniques, d'examens biologiques et surtout d'une discussion avec le détenu.
Cette discussion permet au médecin, qui est une personne étrangère au conflit opposant le détenu à l'administration pénitentiaire, et l'occasion de discuter et de mettre vraiment en balance le risque de santé et le bénéfice à obtenir. À l'issue de nos entretiens, un bon nombre de patients modifient leur position ou l'adaptent. Ces entretiens sont également l'occasion d'apprécier un peu la réalité de cette grève de la faim. Car dans un nombre non négligeable de cas, le détenu se déclare gréviste de la faim et continue à manger en cachette. L'objectif de la déclaration de la grève de la faim n'étant que de faire pression sur l'administration pénitentiaire ou la justice. Dans un certain nombre de cas extrêmement rares, le gréviste de la faim ou de la soif persiste jusqu'à mettre en péril sa santé. Et c'est notre rôle de médecin de retrouver le moment où la santé du détenu est mise en péril, et donc dans ces situations, il y a lieu de recourir à l'hospitalisation, et les textes prévoient l'alimentation forcée. Cette alimentation forcée pose un véritable problème éthique entre le respect de la volonté du patient, la garantie de sa santé. Les textes juridiques permettent l'alimentation forcée, si bien que même si la réflexion éthique pose beaucoup de questions, le texte juridique impose aux médecins cette alimentation forcée, et il n'y a pas lieu de transgresser cette règle établie. Sans vouloir parler de la toxicomanie en prison au sens large, je voudrais éveiller votre attention sur un point très particulier. Le Conseil supérieur du sida a préconisé un échange de seringues et d'aiguilles destiné à réduire les transmissions virales. Notamment, cet échange de seringues et d'aiguilles devrait se faire en détention. Il est à noter que le Conseil supérieur du sida n'a pas de pouvoir réglementaire, c'est juste une recommandation qu'il a adressée aux autorités du pays. À ce jour, aucune décision n'est prise dans ce sens. Mais cela suppose quand même une réflexion. En effet, rappelons que l'usage des stupéfiants, en particulier de l'héroïne que les détenus pourraient s'injecter, est totalement interdit en détention. À noter que l'usage de l'héroïne est également interdit en liberté. Cela pose tout de même un problème de fond, que l'on s'intéresse à la mise en œuvre d'un échange de seringues pour utiliser un produit qui est illégal. Par ailleurs, d'un point de vue médical, la discussion pourrait s'établir de la façon suivante. Il n'est pas question de nier la gravité des risques infectieux que courent ces patients en utilisant du matériel non stérile. D'autre part, la rareté des aiguilles et des seringues en milieu pénitentiaire est telle que, globalement, les patients échangent de façon considérable ce matériel. Et d'autre part, il existe une fréquence importante de patients contaminés par le virus du sida et les virus de l'hépatite C. Donc en termes infectieux, ce programme d'échange d'aiguilles et de seringues se justifie pleinement. En revanche, en termes de prise en charge de toxicomanie, l'injection est tout de même à proscrire. Il faut bien évidemment, et vous le verrez dans les cours sur les problèmes de toxicomanie, favoriser le recours au traitement substitutif. Ce traitement substitutif n'est absolument pas basé sur l'administration de produits par voie intraveineuse. Il faut également souligner qu'en 2010, les patients injecteurs sont relativement peu nombreux. Et donc, un tel programme serait peut-être de nature à augmenter ce nombre de patients injecteurs, ce qui n'est pas une bonne finalité. De son côté, l'administration pénitentiaire met en avant le risque d'agression ou de blessure par les aiguilles.
On sait, lors de mise en œuvre de tels programmes à l'étranger, que 30% du matériel d'injection ne revient pas dans les services médicaux. À ce jour, ces programmes ne sont pas autorisés en France. Si des modifications devaient intervenir, il conviendrait de savoir s'il s'agirait d'obligations pour les services de santé à mettre en œuvre ces programmes d'échange de seringues ou si une certaine liberté d'appréciation serait accordée aux médecins responsables de la santé en établissement pénitentiaire. Dans ce cas d'une marge octroyée au personnel de santé quant à ces questions d'échange de seringues, la discussion éthique sur le bien fondé de cet échange de seringues serait tout à fait importante à mener. Les personnes incarcérées à leur arrivée présentent bien souvent un mauvais état dentaire. Ce mauvais état dentaire est lié à une hygiène bucco-dentaire délaissée depuis en général l'enfance. En raison de cet mauvais état dentaire, des douleurs sont assez fréquentes, ce qui nous amène à les prendre en charge. Il y a deux solutions pour prendre en charge l'antalgie dentaire, soit d'apporter des antalgiques, soit de traiter les détenus d'un point de vue dentaire. En effet, la douleur dentaire est très difficile à supporter en prison, du fait de l'enfermement et du fait que les détenus n'ont rien à faire de l'ordre de 21 heures sur 24. C'est un facteur notoirement amplifiant des douleurs dentaires. De plus, les détenus sont souvent des personnes assez intolérantes à la contrariété, dont la douleur dentaire. Nous sommes donc amenés à traiter par voie dentalgique les douleurs dentaires jusqu'à ce que la dentiste puisse mettre en œuvre les soins dentaires destinés à réduire la douleur. L'importance du problème de la pathologie dentaire en prison entraîne le fait que les rendez-vous dentaires sont à distance et nous devons assurer une antalgie durant une longue période avant la prise en charge réelle par une dentiste. Donc, parmi les missions du dentiste, cette mission est d'assurer par les soins l'antalgie dentaire, mais la finalité est également d'assurer la capacité masticatoire, car en cas de très grande édentation, les problèmes dentaires sont de nature à réduire la fonction nutritionnelle du détenu et le détenu ne peut plus s'alimenter, maigrit. Donc la fonction dentaire n'a pas simplement une fonction esthétique, mais une fonction nutritionnelle essentielle permettant un bon état général. L'action du dentiste en milieu carcéral est gênée par le caractère assez court des incarcérations. En effet, bien souvent, les traitements dentaires sont interrompus par la libération, tant mieux pour les détenus, mais ces détenus, une fois libérés, ne se soucient plus de leurs problèmes dentaires et ne font pas l'objet des soins nécessaires à l'extérieur. Le dentiste devra se poser comme réflexion éthique le distinguo entre les soins fonctionnels, donc la mise en place d'une prothèse pour assurer la bonne qualité masticatoire, et l'apport esthétique que pourrait avoir une prothèse. Compte tenu de la demande très importante de soins dentaires, seul l'aspect nutritionnel doit rentrer en ligne de compte. Des considérations de nature esthétique sont importantes, mais elles ne doivent passer qu'en second rôle par rapport à l'aspect nutritionnel. Enfin, pour clore ces différentes réflexions éthiques sur les personnes incarcérées, nous voulons attirer l'attention sur le cas d'une personne non incarcérée mais qui se trouve en prison. C'est le cas de l'enfant d'une mère incarcérée ou du nouveau-né dont la mère a accouché en prison. Cet enfant, d'un point de vue statutaire, n'est pas un détenu. Or, pour des questions de proximité avec sa mère que l'on peut bien comprendre dans les premiers mois de sa vie, cette personne, jeune enfant de moins de 18 mois, sera admis à vivre en prison.
Là également, une réflexion éthique doit être menée. Car n'étant pas privé de liberté, cet enfant devrait pouvoir bénéficier des soins tels que sa mère le souhaite. La limitation des soins est donc liée à l'impossibilité de la mère d'accompagner cet enfant dans les cabinets médicaux souhaités. Nous organisons donc dans ces circonstances des consultations de pédiatrie par le biais du Conseil général et il s'agit de consultations de type PMI. Mais bien souvent, pour des pathologies bénignes et d'apparition très rapide, il est fait appel aux médecins de la prison pour prendre en charge l'enfant de la mère détenue. Cette situation est une situation assez complexe en termes de liberté d'accès aux soins et de choix du praticien. Le bon sens commande à ce que l'enfant auprès de sa mère puisse bénéficier des différents praticiens, soit les praticiens du Conseil général tel qu'il est décrit, soit des praticiens de la prison s'il y a des besoins immédiats. À titre de conclusion, je voudrais vous présenter les différentes instances de contrôle de cette activité de soins en prison. Il n'existe pas à proprement parler d'organisme de contrôle des soins en prison, mais d'un contrôle de toute l'activité carcérale française. En effet, les députés ont un droit d'accès dans les établissements pénitentiaires et exercent ce droit ponctuellement pour voir les conditions de vie des détenus. Parmi ces conditions, l'accès aux soins est une des questions qui est régulièrement vérifiée par ces élus de la République. Par ailleurs, ponctuellement, au bout de quelques années, il y a des rapports d'enquête parlementaire qui sont faits et qui soulignent les différentes insuffisances du système tel que je vous les ai décrits en introduction. Chaque année, le préfet a une mission de contrôle au travers d'une commission de contrôle qui vérifie que les différents intervenants dans la prison effectuent correctement leur travail. Et à cette occasion, le service médical établit un rapport annuel qui est l'objet de débats. Depuis quelques années, un contrôleur général des lieux de détention et de privation de liberté a été mis en place. Ce contrôleur général s'intéresse aux lieux de privation de liberté, c'est-à-dire les locaux de garde à vue, les locaux de rétention, les prisons et les établissements psychiatriques. Chaque établissement est contrôlé par une équipe émanant du contrôleur général et ce contrôle très pointilleux, très rigoureux, permet de souligner les difficultés de chaque établissement et la question sanitaire est toujours vérifiée. Par ailleurs, le contrôle s'exerce aussi par l'Observatoire international des prisons. Il s'agit d'un organisme non gouvernemental qui, comme d'autres organismes, qui peuvent être saisis par différents détenus pour faire valoir certains droits. L'Observatoire international des prisons peut s'intéresser à des questions ponctuelles et individuelles de détenus, mais il s'intéresse également aux conditions générales de la détention de la population pénale en général. Par ailleurs, les avocats des détenus, si ces détenus n'obtiennent pas les soins nécessaires, n'obtiennent pas telle ou telle mesure pénitentiaire, les avocats peuvent nous interroger et demander à ce que les soins soient apportés. Il y a de la part des avocats de détenus certaines procédures devant le tribunal administratif, notamment pour des questions de conditions de vie de détenus. Enfin, nous nous considérons, nous, équipe hospitalière, indépendante de l'administration pénitentiaire, comme un des éléments du contrôle de la santé et du respect de certaines règles des personnes incarcérées. En effet, si nous constations des dérives importantes, tant des violences, tant des mauvais traitements, tant des mises à l'écart de certains détenus, notre devoir serait de le signaler tant aux autorités sanitaires qu'aux autorités de l'administration pénitentiaire. C'est dans ce contexte que nous
pouvons exercer dans un monde pénitentiaire assez